Et là, je me suis vu mourir. J'avais l'impression d'être seul au monde, quoi. J'étais au milieu de rien, sans téléphone, sans rien. Alors, le bike rafting, c'est simple. Donc, il y a 2 sports, c'est du vélo et du canoë. Du coup, c'est des petites embarcations. Quand elles sont pliées, elles font la taille d'un bon duvet d'hiver. Et on peut mettre ça dans un sac à dos, dans des bagages, sur un vélo, par exemple. En tout, j'ai fait un peu plus de 2000 km à la rame et j'ai fait plus de 8000 km à vélo. Donc, en tout, ça fait 10 000 km. J'ai fait plus de 20 pays en 4 mois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Lisa, votre chef de bord pour cet épisode, réalisé par Ourail, le média référence du voyage bas carbone, qui rassemble plus de 500 000 passionnés. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Ourail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour Dorian, comment tu vas ? Ça va super et toi ? Super. Alors je suis super contente de te recevoir sur le podcast pour que tu nous racontes ton voyage plutôt hors norme parce que tu as fait un tour d'Europe en bike rafting. C'est ça. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'est Avec super plaisir. gentil. Donc tu vas nous raconter tout ça, mais avant, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Dorian, du coup, j'ai 24 ans et je travaille en station au ski l'hiver et l'été, je voyage. Je suis vidéaste aussi, je fais des vidéos sur YouTube et sur Instagram. Voilà. Ok. Ouais, j'imagine que tu documentes un petit peu tes voyages. J'essaye. Que tu vas nous raconter. Est-ce qu'on peut dire que tu es accro au voyage ? Accro au voyage, je sais pas. Ouais, accro à l'aventure, accro à la liberté peut-être. Ouais. C'est quoi ton rapport au voyage justement ? À la base, je voyage pas du tout. J'ai découvert ça complètement par hasard sur un coup de tête. Je suis rentré de Pologne à vélo jusqu'en France. Et c'est là où j'ai découvert vraiment le voyage. Et c'est plus la liberté qui m'a attiré dans le voyage. Et le rapport que j'ai, je dirais que je voyage la plupart du temps en faisant du sport. Donc ton premier gros voyage, c'est quand du coup tu es revenu de Pologne à vélo ? Comment ça s'est fait ça ? J'ai un pote à moi qui habite en Pologne. Et l'idée, c'était d'aller le voir là-bas, chez lui. Et vivre un petit peu en Pologne 2-3 mois. Et du coup, je regardais, j'avais pas envie d'y aller en avion à l'époque. Et je regardais sur Google Maps comment y aller en train ou en bus. Et en fait, quand j'ai fait ça, j'ai vu un icône vélo. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, ça peut être marrant. Je suis en année sabbatique, je sais pas quoi faire. Du coup, j'ai acheté un vélo là-bas, en Pologne. Et je suis rentré. C'est comme ça que ça a commencé. Ça t'a pris combien de temps ? Ça m'a pris un peu moins de 2 mois, je crois, 50 jours et quelques. Je sais plus exactement. Et justement, j'imagine qu'il y a une sensibilité environnementale. Est-ce que tu peux nous raconter aussi un peu tout ça ? Ouais, à la base, c'est parti de ça. J'avais pas envie de prendre l'avion. Alors, je pense que je suis personne pour donner des leçons environnementales ou quoi que ce soit. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui dans notre société d'être irréprochable. Mais j'essaye à mon échelle de pas trop aggraver la situation parce qu'en travaillant à la montagne, on voit bien le changement climatique en direct. Et bon, bah, ça fait quand même... c'est quand même triste. Et du coup, bah, j'essaye à mon échelle de diminuer au maximum mon impact environnemental. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de pas prendre l'avion. Pas prendre la voiture, j'ai pas de voiture, que des transports en commun, du vélo. Et puis tu es très proche de la nature. Enfin, j'ai cru comprendre que tu habitais en Savoie actuellement. Ouais, je fais des saisons en Savoie, donc je suis dans un petit village de 300 habitants, il n'y a pas grand monde, quoi. La pleine nature. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est que le bike rafting ? Ouais, alors le bike rafting, c'est simple, c'est juste de voyager ou de faire du sport. Donc il y a 2 sports, c'est du vélo et du canoë. Donc les deux mélangés en autonomie. Donc quand on fait c'est pas vraiment un canoë, ça s'appelle un packcraft. Du coup, c'est des petites embarcations. Quand elles sont pliées, elles font la taille d'un bon duvet d'hiver. Et on peut mettre ça dans un sac à dos, dans des bagages, sur un vélo par exemple. Et du coup, en la gonflant, on a juste à démonter les 2 roues du vélo et après on peut pagayer. Donc on mélange 2 sports et on peut voyager comme ça et c'est génial. C'est génial parce que du coup, Ouais. c'est un petit bateau qui se gonfle en fait. C'est ça, c'est un petit bateau gonflable, c'est une petite embarcation gonflable. Et plié, ça prend Et tu peux quasiment mettre aucune ton place. vélo dessus. Et on peut mettre le vélo dessus, ouais. On peut le sangler à l'avant en démontant les 2 roues. Et c'est super léger aussi, ça fait 3 kg, 3 kg 9. Donc, T'avais déjà fait ça avant ? j'avais jamais fait ça, j'avais jamais pagayé avant. Ça t'est Ouais. venu comment cette idée ? Bah justement, en rentrant de Pologne à vélo, j'avais trouvé ça génial. Et quand j'étais sur le vélo, on a beaucoup de temps pour réfléchir quand on est sur un vélo parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et du coup, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'avais déjà envie de repartir alors que j'étais pas encore rentré chez moi. Et en fait, j'avais à la base, la première idée, c'était pas vraiment ça. La première idée, c'était de partir de chez moi en Normandie, de remonter jusqu'à la source du Rhin, descendre le Rhin en canoë et rentrer chez moi à la voile. Le problème, c'est que j'avais personne pour amener mon voilier à l'embouchure du Rhin. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Et j'ai tapé sur Google plus long fleuve d'Europe. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti sur le Danube finalement. Oui, parce que du coup, tu t'es lancé comme Ouais. objectif de descendre le... Le Danube, ouais.
Donc le plus long fleuve d'Europe occidentale, pas le plus long fleuve d'Europe. Belle performance. Et justement, c'était quoi l'objectif initial de ce voyage? Est-ce que il y avait un challenge personnel, aussi peut-être sensibiliser un public, comme tu Ouais. documentes aussi ce que tu fais? Ouais, il y a plusieurs objectifs. Déjà, le premier objectif, c'était pour moi de m'amuser. J'avais envie de découvrir, de voyager, partir à l'aventure. Et j'avais envie de faire deux sports, de découvrir un voyage un peu différemment, de voyager de plusieurs façons différentes pour découvrir autrement le voyage. Et après, vu que je documente tout, en fait, moi, mon objectif aussi, c'est de pousser les gens à sortir de chez eux, à faire du sport, parce que je trouve que c'est super important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, de bouger, de faire du sport. Et en fait, je trouve que le fait de voyager à travers le sport, c'est quand même une alternative qui est pas mal. Je sais pas, je trouve ça génial. Et du coup, mon objectif, c'est de montrer aux gens que si moi, qui n'ai jamais fait de canoë, je peux descendre le plus long fleuve d'Europe occidentale en pack-craft, n'importe qui chez lui peut sortir de chez lui, prendre son vélo, prendre un pack-craft et aller faire 2-3 jours de canoë dans la rivière, le fleuve à côté de chez lui, et de rentrer chez lui après à vélo. Et l'aventure, elle est à 2 pas de chez nous, quoi. Je suis parti de chez moi et puis j'ai fait 20 pays, donc n'importe qui peut partir une semaine, quoi. On attend le documentaire alors. Et Ouais. d'ailleurs, j'en profite pour dire que tu as sorti aussi un documentaire sur ton retour à vélo, il me semble. Ouais, c'est ça. On peut c'est le ça. trouver où? Sur YouTube, il est disponible gratuitement. Vous tapez l'escapade Eurotour, vous devrez trouver. Est-ce que tu peux me raconter dans les grandes lignes le voyage que tu as fait et l'itinéraire que tu as Ouais. pris? Du coup, alors je suis parti d'Isère. Je suis parti de la Tour du Pin. C'est là où où sont fabriqués les Packraft Joes. Donc je travaille avec eux sur ce projet. Ils m'ont aidé à faire ce projet-là. Donc je suis parti de chez eux et je suis remonté jusqu'à la source du Danube, donc à vélo. J'ai traversé la Suisse pour arriver à Donaueschingen en Allemagne. Une fois arrivé à Donaueschingen, j'ai longé le Danube parce que la première partie, elle n'est pas navigable. Et je suis parti pendant des crues centenaires. Donc ça a été assez compliqué au début. C'était interdit de naviguer sur le Danube. Donc j'ai longé à vélo jusqu'en Autriche, à Linz en Autriche. J'avais fait 1500 km à vélo. Et après, arrivé à Linz, j'ai attendu 2 jours que les conditions soient de nouveau navigables. C'est quoi les crues centenaires? En fait, tous les 100 ans, le Danube, il a une crue qui est très très élevée. Et du coup, il y a des arbres partout dans l'eau, il y a un débit qui est très très puissant. Et du coup, c'est interdit de naviguer. Il a fallu que tu partes à ce Et moment-là. je suis parti pile à ce moment-là. Donc au début, c'était un peu beaucoup de remise en question. Je savais pas quoi faire parce que je savais pas combien de temps ça allait durer. Et on n'est jamais plus fort que la nature, quoi. Donc au début, ça a été beaucoup de remise en question à la première partie du voyage, savoir si j'allais le faire ou pas. Puis vu que j'avais jamais fait de canoë, en plus, ça me rajoutait un petit stress en plus. Mais bon, au final, avec un peu de patience, ça s'est arrangé. Puis finalement, moi, j'ai eu plus de courant que d'habitude, donc c'était trop bien pour moi. T'étais accompagné? Non, je suis parti tout seul. Après, j'ai un ami qui m'a rejoint. Donc, alors, le Danube, pour ceux qui ne savent pas, ça part d'Allemagne. Ça fait Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie. Donc, ça traverse 8 pays. Et à la fin, à l'embouchure, ça fait Ukraine, Roumanie. Et après, moi, j'ai pris le delta du Danube. Donc, sur toute cette partie-là, j'ai été accompagné de la Slovaquie au début de la Roumanie. J'avais un pote qui m'a suivi. Après, il est rentré en France parce que c'était un peu trop dur. Et après, complètement par hasard, j'ai rencontré un Français à la fin de la Bulgarie. Et j'ai voyagé avec lui jusqu'à la fin du Danube, donc jusqu'à la mer Noire. Et après, on a été ensemble. Lui faisait du stop, moi je faisais du vélo. Et on a voyagé tous les deux comme ça jusqu'à Istanbul. Mais j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui voyage comme tu l'as fait. Sur le Danube. Ouais. Alors en canoë sur le Danube, non, il n'y a pas grand monde. J'ai croisé du coup un Français complètement par hasard et un Allemand. En 2 mois, 60 jours, j'ai passé 60 jours sur l'eau, je crois. J'ai croisé 2 personnes qui descendaient. Et tu t'es jamais senti seule? Si, il y a eu des longs moments de solitude en Serbie. Il y a eu des moments, en fait, du coup, le voyage en canoë, c'est complètement différent du voyage à vélo. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas d'habitation, on passe pas dans les villages. Et il y a des fois, on passe 100, 120 km sans croiser de village. Donc c'est long, très long en canoë, ça met 2 jours. Et des fois, en milieu de la forêt, il y a des fois, je devenais fou. Surtout que j'ai eu des conditions climatiques qui étaient un peu particulières parce que cet été, dans les Balkans, ça a été une grosse canicule. Et je pense que pendant plus d'1 mois, j'ai eu plus de 36 degrés tous les jours au thermomètre. J'ai eu un jour à 48 degrés
c'était un peu compliqué sur l'eau. Ah, parce qu'il n'y a pas d'ombre. Non, il n'y a pas d'ombre, donc on s'adapte. Je me levais, des fois, je partais à 4h, 5h du matin. 9h, j'étais obligé de m'arrêter. Et du coup, j'attendais que la journée passe et je repartais le soir. Et pour dormir, tu faisais comment? Pour dormir, j'ai une tente et bivouac tous les soirs. Trouver des petites îles, c'était plutôt sympa. Mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de moustiques. C'était un peu... on pouvait pas manger notre petit repas au bord du Danube parce qu'on se faisait assassiner par les moustiques. Donc c'était dans la tente, mais c'était quand même bien sympa. Combien de temps ça a duré d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres en termes de kilomètres parcourus, par exemple, entre le vélo, le rafting Ouais, en tout, le voyage, il a duré 134 jours. J'ai passé une 60aine de jours sur l'eau et le reste à vélo. En tout, j'ai fait un peu plus de 2000 km à la rame et j'ai fait plus de 8000 km à vélo. J'ai fait, donc en tout, ça fait 10 000 km. J'ai fait plus de 20 pays en 4 mois. C'est quelque chose. Alors avant que tu nous racontes tout ça dans les détails, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour ceux et celles qui potentiellement voudraient expérimenter Ouais. la même chose que toi, au niveau du matériel, de l'entraînement physique potentiel, peut-être en amont ou pendant? Comment du coup, non, tu m'as dit que les réservations, en fait, tu dors Ouais, j'ai en tente. pas de réservation. Ouais. Dans les capitales, j'ai essayé de prendre quelques jours pour visiter les capitales. J'ai utilisé des applications comme Warm Shower ou Couchsurfing. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des locaux qui offrent l'hospitalité. Et c'est super sympa parce que ça permet de vraiment découvrir un pays plus qu'en prenant un hôtel, parce que du coup, on est vraiment avec des locaux qui peuvent parler de la culture, qui peuvent nous donner des endroits à visiter. Et c'est génial. C'est des vrais moments de partage. C'est hyper intéressant. Donc, petit tip, si jamais vous voyagez, Couchsurfing ou Warm Shower, c'est bien. Et au niveau de l'équipement? Et de l'équipement, après, moi, je pars du principe que l'équipement, c'est important, mais ça fait pas tout. Je pense que si vous partez sur de la très très longue distance ou de la très très longue durée, c'est important d'avoir des bons équipements. Mais si vous sortez de chez vous, vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier vélo, le dernier pack craft. Il faut juste oser partir. Et puis après, le matériel, il s'améliore au fur et à mesure du temps. Pareil pour l'entraînement physique. Moi, je me suis pas du tout entraîné. Je suis parti comme ça. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que je suis pas un exemple à suivre en termes de sport. Mais partez, vous posez pas de questions. Et puis, vous verrez de toute façon, vous allez vous entraîner pendant le voyage. En fait, c'est un entraînement continuel en fait. Et comment tu t'es équipé? Du coup, j'ai des partenaires qui me suivent sur cette aventure-là. Le vélo, je l'ai eu avec Intersport, Brive, c'est là où je travaillais avant. Donc c'est là où je l'avais eu. Le pack craft, donc c'est Jaws qui me l'a fourni. C'est une marque de pack craft française. Et les sacoches de vélo, c'est Zefal qui m'ont aidé sur ce truc-là. Et après, sinon, tout le reste, c'est du matériel que j'avais déjà avant. Et tu t'es pas entraîné en amont Pas du tout, non. Non, j'ai reçu le pack craft 3 jours avant de partir. Et j'ai fait peut-être 3 km dans un lac, juste pour voir si le sanglage du vélo tenait bien. Et puis après, je n'ai même pas essayé de mettre toutes mes affaires dessus. Donc quand je suis arrivé au bord du Danube en Autriche, je ne savais pas si tout allait rentrer dessus. J'étais un peu stressé. Et puis finalement, c'est passé. Oui, parce que j'imagine qu'on s'équipe léger quand même. Tu devais avoir un petit sac à dos. J'ai pas de sac à dos, non. J'avais tout sur le vélo. Mais ouais, le but, c'est d'essayer d'être le plus léger possible parce que y a beaucoup de montagnes quand même à vélo. Je suis passé par la Suisse et je suis rentré par les Alpes. Donc c'était que des cols tout le temps. Donc le plus léger possible, c'était le mieux. Et tu as voyagé intégralement en vélo et pack craft ou tu as dû de temps en temps prendre du train ou... Non, j'ai fait intégralement vélo pack craft. Ouais. J'ai juste pris un bateau à la fin dans le Danube parce qu'en fait, si vous voulez, les 80 km, les derniers 80 km, c'est dans un delta, il n'y a pas de route en fait. Et donc les touristes viennent eux en bateau. Donc moi j'ai descendu en pack craft et une fois que j'étais arrivé à la mer Noire, j'avais pas envie de faire du contre-courant, donc j'ai pris un bateau pour remonter jusqu'à Tulcea. Alors maintenant on va aborder ton voyage un peu plus dans les détails. Est-ce que tu peux nous raconter les différents défis, challenges, difficultés même que tu as rencontrés durant ton périple, un petit peu étape par étape et évidemment voilà, nous raconter les anecdotes, les moments forts. Donc on peut commencer du coup par le commencement, le jour où tu es parti. Le jour où je suis parti, ça c'est... Premier jour, j'ai eu un problème de GPS. Mon GPS, il marchait plus déjà. Donc je me suis dit, ça commence bien. Premier jour, j'ai pété mon porte-bagages avant aussi. Donc je me suis dit, c'est génial. Deuxième jour, j'étais en Suisse. Il y a un Suisse qui me réveille le matin. Et il me demande ce que je fais. Je lui explique mon projet. Il me dit, mais là, tu pourras pas. Le Danube, il est en crue et tout. Donc deuxième jour, je me suis dit, oulala. Parce que ça, t'étais pas au courant? Non, j'étais pas au courant. Je savais pas et du coup c'est lui qui m'a appris à ce moment-là. Donc ça c'était les premiers défis un peu où on se remet en question, on vient juste de partir
quand on commence un voyage comme ça, on n'est pas sûr de soi. On sait pas où on va du tout. Moi, je connaissais pas du tout la partie de l'Est de l'Europe, donc je savais pas du tout où j'allais. J'appréhendais un peu, et quand on a tous ces premiers défis qui arrivent, on se dit, oula, mais qu'est-ce que je fais là? Peut-être qu'il faut rentrer à la maison là. Donc la première semaine, un peu stressé. Et puis après, les défis, comme j'expliquais tout à l'heure, le plus dur, ça a été la canicule. La canicule et les moustiques, je pense qu'on se rend vraiment pas compte, mais c'est invivable. C'est invivable. Sans abuser, il y avait une centaine de moustiques sur nous continuellement. J'ai une photo, je me souviens, sur la photo, on peut faire un arrêt sur image, et je crois qu'il y a 25 moustiques sur moi, si on compte. Donc, parce que c'est hyper humide, en fait, c'est hyper humide, et avec les crues, en fait, ça a amplifié le phénomène, parce que c'était que des marécages sur les bords du Danube, et du coup, c'était invivable. Ça et les fortes chaleurs. Après, j'ai eu pas mal de péripéties qui me sont arrivées. J'ai perdu mes papiers, j'ai perdu ma carte d'identité en Autriche, j'ai perdu 2 téléphones, j'ai perdu mes lunettes, j'ai tout perdu. Écoute, on t'écoute, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout perdu dans ce voyage. Pour commencer, en Autriche, en fait, moi j'étais parti sans anti-moustique et sans vêtements à manches longues. C'est à cause des moustiques, en fait. Ouais, tout ça c'est à cause des moustiques. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était impossible de voyager en canoë sans vrais équipements. On peut pas voyager torse nu comme en vacances, parce que on va vite attraper un cancer avec le soleil qu'il y a là dans les Balkans. Donc je me suis arrêté pour aller chercher un t-shirt à manches longues technique anti-UV. Et quand je suis arrivé au magasin, j'avais plus mon portefeuille, donc j'avais tout perdu. J'avais plus de papier, plus de carte bleue, plus rien. Je suis resté 2 jours dans cette ville, et au final j'ai réussi à le retrouver. J'avais plus l'argent en liquide dedans, mais j'avais mes papiers, donc c'était le plus important. En fait, j'étais à la mairie, il y a un service d'objets retrouvés à la mairie, et du coup j'ai attendu, et je me suis dit, bon, comment je vais faire? Parce que à ce moment-là, j'avais déjà passé Vienne, et du coup je pouvais pas remonter le courant, et donc si je voulais refaire des papiers, il fallait que j'aille à Bratislava en Slovaquie, et c'était à 3-4 jours de navigation de là, mais surtout que j'avais pas de carte bleue, j'avais plus d'argent, donc c'était un peu compliqué. Mais du coup j'ai pris la décision de rester 2 jours et de voir si je les retrouve pas. J'ai fait toutes les rues, tous les commerçants, j'ai tout fait, et au final je les ai retrouvés, donc c'était le plus important. Et après je me suis dit, bon, c'est la dernière fois que tu perds quelque chose, tu fais attention à toutes tes affaires. Et un mois plus tard, j'étais dans les gorges de Djerda, donc c'est la frontière entre la Roumanie et la Serbie. C'est magnifique, c'est la plus belle partie du Danube. On est dans des gorges, c'est sublime. Et en fait, à ce moment-là, il n'y avait plus de courant, et on avait un vent de face énorme, parce que du coup, dans les gorges, le vent il se multiplie par 2 ou 3. Arrivé à un endroit, ça avait été compliqué parce qu'il avait fait super chaud, donc on s'était levé à 3h du matin pour partir, et à 9h il faisait chaud, on s'était arrêté, impossible de dormir toute l'après-midi parce qu'il faisait trop chaud, et à 18h on est reparti sur l'eau. À ce moment-là, j'étais avec un copain français là, juste avant qu'il rentre. En rentrant dans l'embarcation, donc vent de face, on a les vagues de face, donc on fait pas trop attention à nos affaires. J'affronte le vent de face, et en fait, une fois passé le vent de face et retrouvé dans une petite crique sans vent, je regarde mon téléphone qui est dans une poche étanche, et la poche étanche était trouée en fait. Donc il y avait de l'eau dans la poche étanche, et donc mon téléphone trempait dans l'eau depuis 20 minutes. Le téléphone, il est mort, et à ce moment-là, c'est compliqué parce que je suis en Roumanie, il n'y a pas de grande ville aux alentours. Ça va, j'avais de la chance parce que j'étais avec du coup un copain français. Donc le lendemain, il part, et je le perds de vue. J'ai plus de téléphone, je suis au milieu de la Roumanie, et j'ai fait une grosse insolation. 40 degrés, j'avais plus d'eau, c'était l'enfer. Et là, je me suis vu mourir. Ouais. Alors c'est mental, je serais jamais mort, mais mentalement c'est la première fois que je panique en voyage, parce que j'ai l'impression d'être seul au monde, que j'étais au milieu de rien, sans téléphone, sans rien. Et du coup voilà. Il était parti où, ton ami? En fait il était devant moi, et moi je l'ai perdu de vue, et ça m'a fait stresser en fait. Et en fait avec la chaleur, j'étais pas lucide du tout, et en fait j'arrêtais pas d'alterner entre je stressais en me disant, mais comment je vais faire pour survivre, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien, comment je fais? Et après, je re-switchais de mode en me disant, non, mais les mecs, ils descendaient le Danube en 1800, il n'y avait pas de téléphone, calme-toi. Et je faisais ça toutes les 2 minutes, ça m'a épuisé mentalement. Grosse installation, gros mal de tête. Au final, je le retrouve le soir, on a pu dormir tranquille. Le lendemain, je suis reparti, ça allait mieux. Bon, j'avais toujours pas de téléphone. 3 jours de navigation, je crois, on trouve une ville où il y a un magasin qui peut potentiellement avoir un téléphone. Donc, je m'arrête. Lui, je l'avais perdu encore à ce moment-là parce qu'il était parti en Serbie pour faire la fête. Et moi, j'étais en Roumanie, du coup, en train de chercher un téléphone. Je trouve un téléphone, j'achète le téléphone,
Et là, j'ai plus de gaz, donc il faut que je remonte du courant pour le retrouver en Serbie et reprendre mon gaz que lui, il avait pris. Et en fait, à ce moment-là, je me prends un orage sur l'eau, tempête, et je fais tomber mon téléphone dans l'eau que je venais d'acheter. Et du coup, je repère un autre deuxième téléphone. Non, mais il fallait pas que Et tu là, téléphones en fait là, sur ce fallait pas. voyage. Du coup, je me suis dit, si je repère un téléphone, c'est le destin, je rentre sans téléphone en France et puis on verra bien comment ça se passe. Est-ce que tu as des moments forts justement de ton voyage peut-être Ouais. aussi les beaux moments que tu as Ouais, passés? il y a quand même plus de beaux moments que de galères. En fait, le début, ça a été une galère monstre jusqu'à ce moment-là, parce qu'en plus, à ce moment-là, j'avais une paire de Oakley, bon, c'est rien, mais c'est une paire de Oakley, ça coûte 170 €. C'était mon ex-copine qui me l'avait acheté, donc ça, elle me tenait vraiment à cœur. Et en fait, au moment où je perds mon téléphone dans l'eau, j'avais de l'orage de face, je me prends des vagues, mes lunettes, elles sont parties dans le Danube en plus. Donc là, j'étais vraiment au fond du trou. J'étais au fond du trou. Et depuis ce jour-là, après, je me suis dit, bon, il y a eu un déclic mental. Je me suis dit, tu te prends plus la tête, tu prends les événements comme ils arrivent et puis on verra bien. Et du coup, j'ai plus aucune galère après ce moment-là. Ça a été, donc jusqu'à la fin, ça a été superbe. Et je dirais que le plus beau moment du voyage, c'était après 3 mois, j'étais en Bosnie-Herzégovine. Et la Bosnie-Herzégovine, c'est magnifique. J'étais tout seul au milieu dans une vallée. Il y avait vraiment aucun village, rien du tout. Et en fait, j'avais rencontré un Polonais en Turquie avec qui j'ai voyagé pendant 3 semaines. On a fait 7 pays tous les deux. C'était magnifique. Et en fait, on s'est séparés en Bosnie, à Mostar. Et je suis reparti tout seul sur la gauche. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé un peu ce que je venais de faire, où est-ce que j'en étais à peu près. Parce que je savais que j'allais rentrer en France à ce moment-là, il y avait quasiment plus de défis. Il me restait plus que les Alpes en Italie et après j'étais en France. Je venais juste de me rendre compte de tout ce que je venais de faire, de toutes les rencontres que j'avais faites, de tous les pays, de toutes les cultures que je venais de croiser. Et c'était magique. Tu t'es arrêté un petit peu dans les villes à chaque fois? Dans les grandes villes, ouais, j'essayais. Et après, sinon, j'ai quand même beaucoup, beaucoup dormi chez l'habitant. Par exemple, j'ai passé, je sais pas, peut-être 15 jours en Turquie et j'ai dû planter une seule fois ma tente en Turquie. Donc, ouais, j'ai beaucoup dormi chez l'habitant. Et sinon, dans les capitales, ouais, j'essayais de rester 2-3 jours à chaque fois. Et tu as fait des rencontres particulières qui t'ont assez Beaucoup, marqué? ouais, beaucoup. La rencontre la plus. Enfin, j'en ai deux. J'ai le Français, du coup, que j'ai rencontré à la fin du Danube, qui descendait le Danube aussi en pack-craft, complètement improbable. Et avec qui j'ai voyagé. Donc on a fini le Danube en pack-craft. Et après, on a été jusqu'à Istanbul, moi à vélo et lui en stop. Et on se rejoignait tous les soirs. Donc le matin, on se donnait un objectif à atteindre. Et le soir, on se rejoignait. Et à chaque fois, lui en stop, il croisait tout le temps du monde qui nous hébergeait. Et c'était magique ce voyage-là. Et après, on s'est séparés à Istanbul. Moi, je suis parti de mon côté. Et j'ai fait 2 jours tout seul. Et j'ai rencontré un Polonais qui revenait de Géorgie à vélo, qui rentrait en Pologne. Et on a voyagé ensemble pendant 3 semaines. Et c'était magique. C'était magique. Et les gens, comment ils réagissent quand ils te voient voyager de cette façon? Bah souvent, ça les intrigue, les gens. Alors, dans les pays de l'Europe de l'Ouest ou l'Europe centrale, un peu moins, les gens sont moins avenants. Mais dès qu'on passe Roumanie, Bulgarie, quand les gens ils te voient sur l'eau, ils t'appelaient en fait. Et tu pagayais, les gens au bord de l'eau, ils t'appelaient, ils disaient, ah, viens manger, viens dormir avec nous. Ils t'offraient de la bière tout le temps, de l'alcool tout le temps. C'était quelque chose. Ouais. Ça les intriguait plus qu'autre chose. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour justement voyager comme tu l'as fait? Est-ce que ça pourrait être dangereux s'il y a certaines choses qu'on ne fait pas? Bah après, voyager sur l'eau, c'est toujours un petit peu dangereux. Il peut y avoir des contre-courants, ce genre de choses. Donc, il faut toujours prendre des précautions. On peut mourir bêtement sur l'eau. C'est la nature et elle sera toujours plus forte que nous. Mais non, il n'y a pas vraiment de précautions à prendre. Mais par exemple sur les courants, enfin des Non, choses à... c'est sur un fleuve, c'est assez facile. Les courants, ça va tout droit. Donc, Ça ça va. C'est pas comme en mer où c'est beaucoup plus complexe. Puis il n'y a Ça pas de reste. cascade. Non, il n'y a pas de cascade. C'est un fleuve qui est navigable en fait. Donc en Europe, c'est un grand axe de commerce. Donc il y a énormément de bateaux. Donc faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de péniches et de bateaux de croisière. Donc ça, faut faire gaffe et rester sur sa voie. Après, il faut apprendre les panneaux de signalisation sur l'eau, comment naviguer sur l'eau. Mais ça s'apprend très vite, hein. Il y en a 3-4 à comprendre. Et ça, t'as appris ça sur le tas? Ça, en fait, j'ai eu de la chance parce qu'à Linz, en Autriche, quand j'attendais que le fleuve descende, j'ai été hébergé chez un gars qui faisait du canoë sur le Danube et du coup qui connaissait toutes les règles, il m'a tout appris. Et il y a des barrages jusqu'en Slovaquie, il y a 10 barrages, je crois, et du coup il m'a indiqué tous les endroits sur la carte où sortir de l'eau, comment sortir, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais Et tu du les coup, vois les barrages à l'avance ou...
Ouais, on les voit à l'avance. Après, au début, vu que moi j'y étais, il y avait énormément de courant, donc il fallait faire attention. Et il y a des zones de portage, en fait. Ça s'arrête souvent 500 mètres avant le barrage et ça reprend 200-300 mètres après. Et donc, on porte le canoë sur 300 mètres, mais il y a souvent des installations, des petits chariots pour t'aider à porter tout le matériel, donc ça va. Alors, on va parler de budget. Ouais. Combien ça t'a coûté à peu près? Même si c'est difficile de nous donner un chiffre, est-ce que, par exemple, tu as eu l'impression de faire des économies par rapport à un autre moyen de transport? Le chiffre exact de combien ça a coûté, j'en ai aucune idée. Je suis pas très bon à faire les comptes, mais ça coûte vraiment pas très cher. Après, j'ai voyagé dans les pays de l'Est, donc je m'en sortais avec moins de 10 € par jour facile. Je pense que j'étais à 6-7 € par jour, quelque chose comme ça. Et par rapport à un voyage classique, voyager comme ça n'a rien à voir parce qu'on paye pas le transport. Moi, je payais pas de logement, donc je payais que ma nourriture en fait. Et je me faisais héberger dans les pays de l'Est. Je me faisais souvent inviter pour manger, ou même en Turquie, quand je passais dans les champs, les gens ils m'arrêtaient, ils me donnaient des pastèques, ils me donnaient des piments, ils me donnaient des tomates. Donc j'avais tout le temps à manger. Donc franchement, ça coûte rien du tout. Oui, et puis le fait aussi de dormir en tente. Ouais. Dormir en tente, il y a pas de dépenses, quoi. Et les plus grosses dépenses qu'on peut avoir sur un voyage comme ça, c'est les dépenses du matériel. Mais après, le matériel, on le garde à vie, ou du moins sur de longues années. Donc c'est un investissement à long terme, donc on peut pas le chiffrer sur ce voyage-là, par exemple. Il n'y a pas eu d'entretien à faire, par exemple, pour ton vélo ou Il y a des entretiens classiques. J'ai crevé 2-3 fois, j'ai pété 3-4 fois mon câble de dérailleur, mais rien de... C'est des petits entretiens classiques, ça coûte pas très cher. Et justement, c'est quoi les grands avantages à voyager comme tu l'as fait? À voyager comme ça par rapport à voyager en voiture ou en avion, je pense que le plus gros avantage, c'est qu'on est vraiment imprégné de la culture parce qu'on est directement dans le pays, en fait. On dort dans des villages dans lesquels on serait jamais allé parce qu'il n'y a pas de touristes, mais c'est juste qu'on passe par là. Et du coup, on fait des rencontres qui sont inopinées et qu'on n'aurait jamais pu faire autrement qu'en voyageant comme ça. Donc ça, c'est le plus gros avantage de voyager à vélo ou en canoë, c'est que on passe dans des endroits où il n'y a pas de touristes. Et du coup, les gens, déjà, ils sont plus avenants parce qu'ils en voient rarement des touristes. Donc, ils vont venir vers toi pour savoir ce que tu fais, d'où tu viens, pourquoi tu es ici. Et puis après, si vous aimez l'histoire ou la géopolitique, dans les Balkans, il y a énormément d'histoire, énormément de géopolitique. C'est super intéressant parce qu'on peut avoir un avis, on peut développer son sens critique beaucoup plus facilement. Toi, tu as appris des choses particulières qui t'ont Ouais. marqué J'ai une anecdote qui est un peu dure, mais c'est la première fois que ça m'avait fait ça. Où, à Istanbul, j'ai rencontré un Syrien. J'ai dormi chez lui et en fait, il m'expliquait comment c'était la guerre, quoi, là-bas en Syrie. Que lui, pendant 10 ans, il m'a dit qu'il avait perdu 10 ans de sa vie à faire la guerre. Il a reçu une bombe, il a été emprisonné et du coup, la bombe, ça lui a coupé l'usage de sa jambe droite. Et donc, il ne pouvait plus combattre. Donc, c'est pour ça qu'il a fui la Syrie. Et en fait, il était fan de Vespa quand il était en Syrie, quand il était jeune. C'était le truc qui l'animait. Quand on rentre dans son appartement à Istanbul, il y a des Vespa partout, des photos de Vespa et tout. Et en fait, il n'a pas le droit de conduire de Vespa en Turquie parce qu'il est inapte à conduire à cause de la guerre. Et en fait, quand on l'entendait parler, je me rendais compte de la chance que j'avais d'être ici en France, dans un pays comme ça, qui n'est pas en guerre, d'avoir des infrastructures comme ça. On est beaucoup plus humble par rapport vis-à-vis de là où on vit, du coup. Et ouais, c'est des histoires qui sont un peu dures. Pareil, j'avais rencontré un Libyen qui avait été bombardé en 2011, qui avait perdu sa famille dans les bombardements. On relativise quoi sur la vie après, en rencontrant des gens comme ça. C'était quand déjà que t'es parti? Je suis parti cet été, là, en juin 2024. Oui, donc il y a quand même... de toute façon, ça fait longtemps qu'il y a des tensions, mais Ouais. là, ça monte quand même... je sais pas si tu l'as senti... Les gens, ils sont plutôt divisés entre l'Est et l'Ouest de la Turquie, donc on le ressent. Et puis les gens aussi dans les Balkans, ils parlent tout le temps de politique, donc on ressent qu'il y a des tensions, notamment en Albanie, au Kosovo, en Serbie. Mais c'est intéressant d'avoir la vraie vision des gens sur place et comment les gens pensent, plus que via nos médias occidentaux. Exactement. C'est intéressant. Toi, tu t'es toujours senti en sécurité? Toujours. J'ai eu une anecdote qui est un peu étrange qui m'est arrivée en Roumanie une seule fois. J'étais en train de naviguer sur l'eau, on m'a proposé, j'étais avec le Français, du coup on nous a proposé une bière à ce moment-là, comme d'hab en Roumanie.
Puis le mec commence à nous dire dans un anglais pas du tout parfait, il mélangeait anglais, espagnol et roumain. On arrivait quand même à se comprendre, mais en gros il disait que c'était une mafia le mec, qu'il n'y avait pas de police sur 30 km, qu'il n'y avait aucun souci, que c'est lui qui contrôlait la zone. Et, euh, et il faisait tellement chaud que on s'est arrêté dans leur camp. Ils avaient créé un espèce de camp au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Et en gros, les mecs, ils voulaient qu'on prenne de la coke, qu'on aille la revendre en France ou qu'on apprenne sur place et tout. Donc c'était un peu étrange comme Éviter. situation, ouais. Après, on s'y est mis dedans tout seul parce qu'ils ils nous ont dit que c'était une mafia. Nous, on les croyait pas. Ils nous ont dit venez dans le camp. Du coup, nous, on y a été. Mais non, à part ça, où on y a été tout seul dedans, on se sent vraiment en sécurité. Les gens, ils sont accueillants. Et j'avais reçu. Il y avait pas mal de gens qui m'avaient dit non, mais les Balkans, faut faire super attention. C'est dangereux et tout là-bas. Moi, je l'ai pas du tout ressenti, perso. Après, chacun a sa vision du voyage. Peut-être qu'il y a des endroits où ça craint, en tout cas. Moi, partout où je suis passé, même à la frontière du Kosovo, les gens sont super gentils, super accueillants. Puis j'imagine que l'un des autres avantages à voyager comme tu l'as fait, c'est aussi d'avoir une grande liberté Ouais. dans ses mouvements. C'est ça, en fait, c'est que à la fin, moi, quand je suis arrivé à la mer Noire, j'avais plus aucun plan. Et du coup, après, je me suis vraiment laissé porter par le voyage. J'avais pas de feuille de route à suivre. Donc j'ai été jusqu'à Istanbul parce que Emric, le français avec qui je voyageais, lui, il y allait en stop. Et puis après, une fois arrivé à Istanbul, là où on se séparait, moi, j'avais pris 2 ou 3 jours de vent de face à vélo. Et du coup, je me suis laissé porter. J'avais aucun itinéraire. Juste, je regardais le matin les vents dominants de la journée et je partais rouler vent dans le dos. Donc, j'avais pas de destination. Juste, je voulais rouler vent dans le dos. Et au bout de 3 jours, j'ai rencontré ce Polonais qui est rentré en Pologne. Je me suis dit, bon, vas-y, je te suis. Et du coup, j'avais aucune destination. On a fait le tour entier de la Macédoine du Nord. Du coup, on a été en Albanie, on a fait Monténégro, on a fait plein de choses. C'est trop bien parce que oui, Ouais. du coup, tu n'avais pas de deadline en fait. T'es parti Aucune deadline, comme ça. j'avais rien du tout. Et puis même du coup, arrivé en France, j'ai fait la moitié du tour du Mont Blanc en fait, arrivant en Italie. Je me suis dit, oh, pourquoi pas faire le tour du Mont Blanc. Donc j'ai fait le tour du Mont Blanc. Et après, je me suis dit, bon, maintenant que je suis là, autant faire toutes les chaînes de montagnes françaises. Donc je suis parti dans le massif central. Et après le massif central, je suis reparti dans les Pyrénées. J'ai traversé tous les Pyrénées. Et voyager de cette façon, c'est quelque chose que tu aurais imaginé il y a, je sais pas, 10 ans en arrière. Non, jamais. Jamais de la vie. J'étais pas du tout cycliste. Je voyageais quasiment jamais. Donc non, j'aurais jamais imaginé ça. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, je pense. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je pense que c'est grâce à ça, ça me fait vivre. Et ça peut être là, sur un long voyage comme ça, mais même des fois, je pars 2-3 jours à pied ou en ski de rando ou n'importe quoi. Et c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Bah justement, qu'est-ce que ce voyage t'a apporté Une autre vision de l'Europe de l'Est que je connaissais très mal. Je m'étais un peu renseigné sur la politique là-bas de l'ex-Yougoslavie qui est hyper complexe. Mais du coup, en histoire, là-bas, dans les pays de l'Est, j'en ai tiré plein de choses. Deux super amis à qui je parle toujours aujourd'hui, le Polonais et le Français que j'ai rencontré sur le Danube. Enfin, ça fait des rencontres qui sont inoubliables et ça crée des liens qu'on peut pas créer autrement. Une fois qu'on est unis par un voyage comme ça, c'est... je sais pas, ça fait des super souvenirs, des super rencontres. Et puis ça ouvre aussi des opportunités professionnelles. Moi, j'adore la vidéo, j'adore la photo. Et grâce à ce genre de voyage, je peux vivre un peu de ma passion, donc c'est cool. Puis j'imagine que tu es plus confiant aussi pour tes futurs projets. Ouais, puis Est-ce ça qu'il y en donne... a forcément, il y a des futurs projets. Ça donne envie d'aller toujours plus loin, de faire toujours plus. Même si moi, je suis partisan du fait qu'en France, on a de quoi faire. C'est magnifique, on a un superbe pays. Tu vois, là, j'ai fait du coup 20 pays dans ce voyage. Et je trouve que le plus beau pays, c'est la France. Alors, j'ai un avis qui est complètement biaisé, parce que mais je je suis suis français, d'accord. je pense. Mais je trouve qu'on a une telle diversité en France. On a avec le Nord qui est complètement différent de l'Est. On a des spécialités de partout. On a des superbes montagnes. On a les Alpes et les Pyrénées, le Massif central. On a tellement de choses en France. Donc, je pense que pour ceux qui nous écoutent, qui veulent partir à l'aventure, en voyage ou quoi, et qui n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils travaillent, ils ont un CDI, en France, il y a largement de quoi faire. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour voyager. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux ou autres? Ouais, alors j'ai 2 principaux canaux de diffusion. J'ai YouTube, donc si vous tapez l'Escapade, vous devriez trouver. Et sinon, c'est sur Instagram, c'est l'Escapade aussi. Là, sur ce projet-là, je suis en train de monter un film, donc j'espère qu'il sortira bientôt. Et j'aimerais bien aussi, alors ça c'est un projet qui va être long à mettre en place, mais j'aimerais bien faire un livre photo sur ce voyage-là, ou sur tous les voyages que j'ai fait depuis le début, qui regroupent toutes les photos de cette aventure, donc à voir.
Trop bien. Merci beaucoup, Dorian, de nous avoir raconté tout ça. Et ben merci à vous de m'avoir accueilli, c'est super gentil. Avec plaisir. C'était super inspirant. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.